Elle m'a imposé sa liberté d'aller voir son ex. J'ai accepté, sans débat. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises et je suis parti. À son retour, seule ma clé et un mot l'attendaient sur le comptoir, « Profite bien de ta liberté ». Elle m'a dit, si je veux aller en boîte avec mon ex, j'y vais. Tu n'as pas ton mot à dire. C'est ça la liberté. J'ai répondu, tu as tout à fait raison. Cette nuit-là, j'ai fait mes affaires, laissé ma clé et j'ai disparu. Quand elle est rentrée à 4 heures du matin en s'attendant à une dispute, la seule chose qui l'attendait sur le plan de travail était un mot disant, profite de ta liberté. Salut à tous, avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton j'aime si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci. Merci. L'ail grésillait en touchant l'huile d'olive, libérant un parfum qui transformait instantanément l'appartement en un véritable foyer. Notre foyer. Je remuais la poêle, les tomates séchées ramollissant à côté. C'était le plat préféré de Camille, les pâtes all'arrabbiata de ce petit resto italien qu'on avait découvert lors de notre 3e rendez-vous. J'avais passé 1 heure à peaufiner la sauce. Une petite pincée de piment en plus pour relever le tout, exactement comme elle l'aimait. Une bouteille de Sancerre, son vin préféré, perlait de condensation dans un seau rafraîchisseur sur le comptoir. On était mardi, mais elle avait passé une dure journée au bureau et je voulais lui faire une surprise. J'ai regardé mon téléphone. 19h15. Elle était en retard, mais ce n'était pas inhabituel. Les bouchons étaient un cauchemar. Ou peut-être que son patron lui avait refilé un dernier dossier sur son bureau. Je fredonnais en dressant la table pour 2, disposant les serviettes avec soin. J'avais hâte de passer cette soirée, hâte de nous retrouver. La clé a grincé dans la serrure à 19h30. Je me suis détourné de la cuisinière, un sourire déjà aux lèvres. Et, tu es en retard. J'ai préparé le dîner. La femme qui est entrée n'était pas la petite amie fatiguée et reconnaissante que j'avais imaginée. Cette version de Camille était une explosion d'énergie. Ses cheveux étaient fraîchement bouclés, tombant en vagues parfaites. Elle portait une robe de cocktail noire très moulante que je ne lui avais jamais vue, et elle avait déjà ses talons aiguilles aux pieds, la faisant paraître immense dans l'encadrement de la porte. L'odeur de son parfum de luxe m'a frappé avant même ses mots, masquant complètement l'arôme de l'ail. Elle m'a à peine jeté un regard, les yeux rivés sur son téléphone, ses pouces volant sur l'écran. Ah ouais, ne m'attends pas. Je sors. Le sourire s'est figé sur mon visage. Tu sors où? On devait passer une soirée tranquille. J'ai fait des arrabbiata. Elle a fini par lever les yeux, mais son regard était distant, déjà ailleurs. Maxime est de passage. Quelques anciens de la bande se retrouvent au duplex. Ce nom m'a fait l'effet d'un bloc de glace dans le ventre. Maxime, son ex, l'incarnation humaine d'une voiture de sport rouge. M'as-tu vu, bruyant et fondamentalement peu fiable. C'était un fils à papa qui vivait sur son héritage, avec un petit rictus qui laissait entendre qu'il trouvait le monde entier légèrement amusant, surtout les gens qui devaient travailler pour gagner leur vie. Mon monde, en somme. Camille avait un passé avec lui sur lequel elle était toujours restée vague. Une histoire qu'il avait laissée en morceaux quand il avait fini par rompre tout contact avec elle. Une histoire dont je l'avais aidé à se remettre en recollant les morceaux. Maxime, ai-je dit, la voix soigneusement neutre. J'ai essuyé mes mains sur un torchon. Camille, le fait que tu ailles en boîte avec ton ex, ça me met mal à l'aise. Tu sais comment il est. La façon dont il te regarde. Elle a poussé un court soupir exaspéré. Celui qu'elle réservait au moment où elle me trouvait particulièrement ennuyeux. Mon Dieu, Antoine, ne manque pas autant de confiance en toi. C'est pathétique. Une bouffée de chaleur m'est montée au cou, mais j'ai gardé la voix basse. Ce n'est pas une question de confiance en moi. C'est une question de respect pour moi, pour nous. J'ai fait un geste entre nous, vers la table dressée pour 2, vers le repas qui refroidissait sur le feu. Elle a ri, un son aigu et cassant qui n'a pas atteint ses yeux. Le respect. Le respect de quoi? Tu crois avoir le droit de me dire ce que je dois faire? Elle a fait un pas en avant, plantant ses talons sur le parquet ciré, son regard défiant et froid. Écoute-moi bien. Je ne vais le dire qu'une fois. L'air dans la pièce s'est figé. Le grésillement de la poêle a semblé s'évanouir en un lointain bourdonnement. Si je veux aller en boîte avec mon ex, j'y vais.
Tu n'as pas ton mot à dire. C'est ça la liberté. Les mots flottaient dans l'air, absolus et impitoyables. Ils n'avaient pas été prononcés sous le coup de la colère. C'était une déclaration solennelle, une affirmation de principe d'un État souverain à l'un de ses sujets. Et dans ce moment de clarté cristalline, quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec fracas, mais avec un petit déclic final et silencieux. La confusion, l'anxiété, le besoin désespéré de lui faire comprendre les choses. Tout s'est évaporé. Le brouillard s'est levé, et j'ai pu tout voir avec une clarté terrifiante et paisible. L'amour que je ressentais pour elle n'a pas disparu. Il a simplement été invalidé, rendu obsolète par une vérité fondamentale qu'elle venait de révéler. Elle ne m'accordait aucune valeur. Je l'ai regardée, vraiment regardée. Le maquillage parfait, la robe achetée pour une occasion dont je ne faisais pas partie. La conviction totale sur son visage qu'elle était dans son bon droit, et je n'ai rien ressenti d'autre qu'une immense et calme acceptation. J'ai hoché la tête lentement. Mon visage était comme un lac placide. Tu as tout à fait raison. Mon calme, mon accord, était une arme contre laquelle elle n'avait aucune défense. Son air suffisant a vacillé. Une lueur d'incompréhension a traversé ses traits, suivie d'un éclair d'irritation. Je n'avais pas suivi le scénario. J'étais censé crier, la supplier, prouver mon manque d'assurance. Ma sérénité était une insulte. Elle s'est vite reprise, masquant sa surprise par un ricanement dédaigneux. Bref. Ne m'attends pas. Elle a tourné les talons, un bruit sec et définitif, et est sortie de notre foyer, de notre vie, sans un regard en arrière. La porte a claqué, la vibration résonnant dans l'appartement silencieux. Je suis resté là pendant une minute entière, à simplement respirer. L'odeur des pâtes gâchées remplissait l'air. Je me suis approché de la cuisinière, j'ai éteint la plaque et j'ai mis le couvercle sur la poêle. Ce n'était pas un geste de colère. C'était du simple rangement. Le chapitre était clos. Il n'y avait plus de nous. Je suis allé dans le placard de l'entrée et j'ai sorti ma grande valise et un sac de sport. J'ai agi avec une efficacité méthodique et détachée. Ce n'était pas un grand nettoyage motivé par la rage. C'était un retrait stratégique. J'ai ouvert les tiroirs, pliant mes vêtements avec soin, ne sélectionnant que ce qui m'appartenait, ce dont j'avais besoin. J'ai laissé le pull qu'elle m'avait acheté pour mon anniversaire. J'ai laissé les pyjamas assortis ridicules qu'on avait portés à Noël dernier. Ces choses appartenaient au fantôme de l'homme que j'étais il y a 5 minutes. J'ai emballé mon ordinateur portable, mes documents importants rangés dans la boîte ignifuge, la montre que mon grand-père m'avait laissée. J'ai pris le livre que je lisais sur la table de nuit. J'étais tel un chirurgien, m'excisant proprement d'un hôte en phase terminale. Quand les sacs ont été pleins, je suis allé au petit bureau dans le coin et j'ai pris une simple feuille de papier d'imprimante. J'ai débouché un stylo. Je n'ai pas hésité. J'ai écrit 4 mots de mon écriture propre et claire. Pas d'adieu, pas d'accusation. Une simple déclaration factuelle qui lui renvoyait sa propre philosophie au visage. Profite de ta liberté. Je suis retourné au comptoir de la cuisine. J'ai posé le mot à la verticale, l'appuyant contre le pied du verre de vin que j'avais rafraîchi pour elle. Ensuite, j'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti mon trousseau de clés. Avec des doigts engourdis, j'ai retiré la clé de cet appartement en son appartement, désormais de l'anneau. Elle a fait un léger cliquetis métallique quand je l'ai posé sur le comptoir à côté du mot. J'ai jeté un dernier regard à la table dressée, à la poêle qui refroidissait sur le feu, à la porte fermée de la chambre que nous avions partagée. Il n'y avait aucune tristesse, seulement la sensation profonde et légère d'un fardeau qui m'était enlevé des épaules. J'ai pris mes sacs, ouvert la porte et je suis sorti dans le couloir. Je l'ai refermé doucement derrière moi. Pas de claquement, juste le clic de la finalité. Je n'ai pas regardé en arrière. Le fantôme était déjà parti. La première chose que j'ai faite a été de conduire jusqu'à un hôtel ouvert 24h24 à l'autre bout de la ville. C'était une chaîne, propre et anonyme. Le réceptionniste n'a même pas levé les yeux de son téléphone en me tendant la carte magnétique. La chambre sentait l'air stérile et l'eau de Javel. J'ai laissé tomber mes sacs près de la porte, je n'ai même pas pris la peine de les défaire. Je me suis assis sur le bord du lit, la texture rugueuse du couvre-lit à fleurs sous mes mains, et j'ai attendu que le choc me frappe. J'ai attendu le chagrin écrasant, la rage,
la secousse sismique d'une vie de 2 ans qu'on venait de démolir. Ça n'est pas venu. Au lieu de cela, un silence profond et assourdissant a rempli l'espace où se trouvait tout le bruit d'avant. Le bruit de ses attentes à elle, l'anxiété latente et constante de ne jamais être à la hauteur, le bourdonnement de fond des négociations pour obtenir un minimum de respect. Tout avait disparu, et à la place, il y avait la paix. C'était si calme que je pouvais entendre mon propre cœur battre, régulier et confiant. Je me suis allongé sur le lit, toujours habillé, et j'ai dormi pendant 12 heures d'affilée. C'était le sommeil le plus réparateur que j'ai eu depuis 1 an. Le lendemain matin, j'ai systématiquement coupé les ponts. J'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux. Ce n'était pas un acte de colère. C'était de l'hygiène numérique, comme supprimer un fichier malveillant. J'ai appelé mon patron, je lui ai dit que j'avais une urgence familiale et que je devais faire du télétravail pour le reste de la semaine. Il s'est montré compréhensif. Je n'avais pas l'impression de mentir. C'était bel et bien une urgence. L'urgence, c'était de me sauver moi-même. Les jours se sont transformés en une semaine. J'ai trouvé un agent immobilier et j'ai loué un petit appartement de pièces lumineux avec vue sur une cour calme. Il n'avait pas d'histoire, pas de fantôme. J'ai acheté un nouveau lit, de nouveaux draps. J'ai installé mon bureau près de la fenêtre. Le silence, là-bas, n'était pas vide. Il était fertile. J'ai commencé à aller à la salle de sport à 6 heures du matin. La brûlure brutale de la fonte et de la sueur nettoyait de mon système les derniers vestiges de sa présence. J'ai relu mes romans de science-fiction préférés. Je me cuisinais des repas simples pour une personne et je ne dressais pas la table. Je redécouvrais les contours de ma propre vie, et je trouvais que sa forme me plaisait bien. J'étais dans un café en train de taper sur mon ordinateur quand mon téléphone a vibré, affichant un numéro inconnu. Un nœud glacé s'est formé dans mon estomac. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Quelques minutes plus tard, la notification est apparue. La curiosité, ce vieux poison, a eu le dessus. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté. Sa voix était tranchante, teintée d'irritation, comme si j'étais un enfant qui avait égaré ses clés de voiture. « Antoine, c'est quoi ce bordel? T'es où? Je rentrerai toutes tes affaires. Appelle-moi. » Ce n'est pas drôle. J'ai supprimé le message vocal. Le nœud s'est desserré. Elle n'était ni blessée ni pleine de remords. Elle était juste contrariée. 3 jours plus tard, un SMS d'un autre numéro a illuminé mon écran. Numéro inconnu. Ok, j'ai compris. Tu as fait passer ton message. Tu peux revenir maintenant. On peut en parler comme des adultes. J'ai fixé le message. Tu peux revenir maintenant. Comme si elle rappelait un chien qui s'était un peu trop éloigné. Il n'y avait pas de « je suis désolé ». Ni de « j'ai été un monstre ». Juste un décret royal stipulant que ma protestation avait été notée et pouvait maintenant cesser. Je n'ai pas répondu. Le fait de ne pas répondre m'a semblé plus puissant que n'importe quel argument que j'aurais pu avancer. La semaine suivante, mon téléphone a sonné. C'était Juliette, une amie commune, bien qu'elle ait toujours été plus proche de Camille que de moi. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais j'ai ressenti le besoin de tracer une ligne dans le sable pour quiconque essaierait de la franchir. J'ai décroché, Juliette. Salut, c'est Antoine. Sa voix était tendue. Une fausse inquiétude superposée à un agacement évident. Écoute, je viens de raccrocher avec Camille. Elle est dans tous ses états. Elle dit que tu es juste parti. Sans prévenir, rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, rien. Laissant le silence peser sur elle. Elle l'a comblé, son ton devenant accusateur. Ce que tu as fait est vraiment cruel. Tu sais, tu ne peux pas ignorer quelqu'un comme ça après 2 ans. C'est de la violence psychologique. Cruel. Le mot a résonné dans mon esprit. J'avais donné à Camille exactement ce qu'elle avait demandé. Je lui avais accordé la liberté absolue et, ce faisant, j'avais revendiqué la mienne, et c'était moi le cruel. Juliette, ai-je dit d'une voix plate et calme. Il n'y a rien à discuter. J'ai mis fin à l'appel. Je n'avais pas à justifier ma liberté devant l'un de ces sujets. J'ai bloqué son numéro aussi. Le karma n'est pas arrivé avec fracas, mais dans un murmure.
Un gars que je connaissais de la salle de sport, Mathieu, qui gravitait de loin dans l'entourage de Maxime, s'est approché de moi pendant que je rangeais des poids. « Salut mec », a-t-il dit en s'essuyant le front. « J'ai entendu dire que toi et Camille, c'était fini. » Je me suis contenté de hocher la tête, ajoutant un autre disque sur la presse à cuisse. « Coup dur », a-t-il continué un peu maladroitement. Surtout avec la façon dont ça s'est passé avec ce blaireau de Maxime. J'ai gardé une expression neutre, mais j'ai écouté. Ouais, apparemment il était juste en ville pour le week-end. Il cherchait un plan d'un soir facile. Il a dit à ses potes que Camille, c'était pratique et nostalgique. Dès qu'il a eu ce qu'il voulait dimanche matin, il a mis les voiles. Il a coupé les ponts avec elle encore plus violemment que toi, d'après ce qu'on dit. Mathieu a lâché un petit sifflement. Elle a posté des trucs vraiment tristes sur les réseaux. Je suppose que sa liberté lui a coûté très cher. J'ai terminé ma série, les muscles de mes cuisses brûlant d'une douleur franche et honnête. Je ne ressentais rien pour elle. Pas de joie malsaine, pas de pitié. C'était juste des données factuelles. Le résultat prévisible d'un mauvais investissement. Son grand acte de rébellion, sa revendication d'autonomie, s'était résumé à être un plan cul pratique pour un homme qui la voyait comme un monument vivant érigé à la gloire de son propre ego. Elle avait échangé un homme qui aurait traversé les flammes pour elle contre un homme qui ne daignait même pas répondre à ses SMS. J'ai remercié Mathieu de m'avoir assuré, et en sortant de la salle de sport dans l'air frais du soir, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le dernier fil, celui qui me faisait me demander et si, avait été tranché. Elle s'était complètement effondrée et j'étais enfin, véritablement, libre. La période de transition était terminée. L'ascension avait commencé. Pile 6 mois après ma disparition. J'étais assis dans un café baigné de soleil, en train de dessiner des croquis pour un nouveau client sur ma tablette. Le café était excellent, la musique était bonne, et le fardeau que j'avais porté pendant des années n'était plus qu'un lointain souvenir. J'étais, pour la première fois depuis longtemps, sincèrement heureux. Pas le bonheur mis en scène d'une fausse photo, mais celui, calme et constant, qui vient de l'intérieur. Mon téléphone, posé face vers le haut sur la table, s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. L'indicatif régional était le même. Une part de moi, celle qui avait été conditionnée par 2 ans de chaos, s'est crispée. Mais le nouveau moi, celui qui s'était bâti une vie sur des fondations de paix, n'a ressenti qu'une curiosité détachée. J'ai glissé le doigt pour répondre, la voix calme et neutre. Allô. Il y a eu une forte inspiration à l'autre bout. Puis une voix tremblante et fragile que je n'avais pas entendue depuis cette fameuse nuit. Antoine, oh mon Dieu, tu as répondu. C'était Camille. Sa voix était en ruine, dépouillée de toute son ancienne arrogance. Elle était éraillée et toute petite. S'il te plaît, j'ai besoin de te voir. J'ai été tellement stupide. Maxime, ce n'était rien. Tu étais tout. Ce que j'ai dit, je ne le pensais pas. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Le liquide était parfaitement amer, parfaitement chaud. Je crois que si, ai-je répondu, d'un ton égal, comme si j'énonçais une simple loi de la physique. Non, le mot était une supplique désespérée. J'étais juste. Je te testais, ou j'avais peur. Je ne sais pas. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste se voir? Je suis à notre. Je suis à mon appartement. Il est si vide sans toi. Me tester. Les mots ont agi comme une clé tournant dans une serrure, révélant l'intégralité de sa mécanique manipulatrice. Elle avait considéré notre relation comme une série de tests, et je venais d'échouer au test final en refusant de jouer le jeu. Je suis occupé, Camille, ai-je dit, mon regard dérivant vers le croquis sur ma tablette. Un design épuré et élégant pour un avenir que je construisais pour moi-même. Occupé à quoi? La fragilité de sa voix a commencé à se fissurer, révélant la dureté de celle qui pense que tout lui est dû. C'est plus important que nous. Après tout ce temps. Il n'y a pas de nous, ai-je déclaré. La finalité dans ma voix était absolue. Il n'y en a plus depuis 6 mois. Le barrage a cédé. Les supplications ont disparu, remplacées par la rage fulminante de quelqu'un à qui l'on refuse un scénario qui lui revenait de droit divin. Et alors? C'est tout? Après 2 ans, tu t'enfuis, c'est tout. Tu es un lâche, Antoine.
Tu n'as même pas eu le courage de te battre pour moi. Tu as juste fait tes petits bagages et tu t'es faufilé dans la nuit comme un voleur. » J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, leur accordant le silence qu'ils méritaient. Ils étaient censés blesser, mais ils ont rebondi sur l'armure de mon indifférence. Elle hurlait dans le vide. Quand j'ai repris la parole, ma voix était plus basse, plus plate qu'avant. Elle n'était pas en colère. Elle était définitive. C'était le son d'un juge lisant un verdict qui avait été rendu il y a bien longtemps. « Tu m'as dit que tu voulais être libre de mon opinion, ai-je commencé, chaque mot mesuré et clair. Je te l'ai accordé. Tu m'as dit que je n'avais pas mon mot à dire, alors j'ai arrêté de le donner. Sur toi, sur nous, sur tout ça. À la minute où tu as franchi cette porte, tu es devenue une étrangère pour moi, et je ne gaspille pas mon énergie pour des étrangers. » Je pouvais entendre sa respiration saccader à l'autre bout, une tempête de fureur impuissante et de fierté brisée. Ne me recontactez plus jamais. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas raccroché violemment. J'ai simplement reposé le téléphone sur la table, l'écran devenant noir. J'ai pris une autre gorgée de café. Il était toujours parfaitement chaud. Je me suis replongé dans mon croquis. Le monde n'avait pas dévié de son axe. Il était resté parfaitement, merveilleusement stable. Une semaine plus tard, je retrouvais Sophie pour prendre un café. Sophie, que j'avais rencontrée lors d'un vernissage un mois auparavant. Sophie, qui était vive, gentille et dont les yeux reflétaient une confiance tranquille qui n'avait jamais eu besoin de rabaisser qui que ce soit d'autre. Nous étions dans le même café, en train de rire d'un film terrible que nous avions tous les deux vu. Quand la clochette de la porte a tinté, Camille est entrée. Elle avait l'air diminuée. La robe de soirée provocante avait été remplacée par un jean délavé et un sweat. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval en bataille. Il y avait des cernes sous ses yeux que le maquillage ne parvenait pas à cacher. Elle était seule. Son regard a balayé la pièce et s'est posé sur moi. Pendant une fraction de seconde, l'espoir, brut et désespéré, a brillé dans ses yeux. Puis elle a vu Sophie. Elle a vu la facilité avec laquelle nous étions penchés l'un vers l'autre. Elle a vu le sourire sincère, naturel sur mon visage, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle a vu la façon dont Sophie écoutait, la tête penchée, son rire doux et vrai. Nos regards se sont croisés à travers la pièce. J'ai soutenu son regard pendant moins d'une seconde. Il n'y avait aucune reconnaissance dans le mien, aucune colère, aucune victoire suffisante. C'était le même regard que j'aurais adressé à un serveur que je n'avais jamais vu auparavant, ou à quelqu'un qui m'aurait tenu la porte, une absence de reconnaissance vide et polie. Elle était un personnage de second plan dans ma vie, une figurante qui s'était égarée sur le mauvais plateau de tournage. Je me suis tourné à nouveau vers Sophie, reprenant naturellement notre conversation là où elle s'était arrêtée. Donc, comme je disais, la cinématographie était la seule partie intéressante. Du coin de l'œil, j'ai vu le visage de Camille s'effondrer. L'espoir s'est brisé, remplacé par une compréhension naissante et terrifiante. Elle n'était plus la méchante de mon histoire. Elle n'était plus celle que j'avais laissée filer. Elle était une note de bas de page, un détail hors de propos d'un chapitre précédent. J'étais tellement, complètement passé à autre chose que sa présence n'était rien de plus qu'une anomalie spatiale mineure. Elle est restée là, pétrifiée un instant, le poids de sa propre insignifiance pesant sur elle. Puis elle s'est retournée et s'est dépêchée de ressortir par la porte, la clochette tintant doucement derrière elle. Je ne l'ai pas regardée partir. Je regardais déjà devant moi, mon attention entièrement focalisée sur la femme assise en face de moi, sur le croquis de ma tablette, sur la vie que j'avais construite. Une vie où la seule liberté qui comptait était la mienne.